230 soldats allemands, un tunnel souterrain et un mur de briques qu'ils n'avaient même pas remarqué. Budapest, 11 février 1945, 4 heures du matin. Égout sous la ville assiégée. La garnison allemande se préparait à une percée. Depuis 3 semaines, les troupes soviétiques resserraient l'étau autour de la capitale hongroise. Les vivres et les munitions commençaient à manquer. Le commandement de la Wehrmacht donna l'ordre. Percer. Mais pas par les rues. La mort y attendait. Sous terre. À travers le labyrinthe des égouts qui s'étendait sous toute la ville. 230 soldats d'élite SS, armés de fusils d'assaut, de grenades et de mitrailleuses. Ils connaissaient le chemin. Ils étaient prêts. Dans 8 heures, ils devaient atteindre la zone de sécurité où les leurs les attendaient. Ils sortirent, les mains levées, droit vers les mitrailleuses soviétiques. Comment est-ce possible? Comment 230 soldats expérimentés ont-ils pu tomber dans un piège? Pour comprendre cela, il faut rencontrer l'homme qui, du jour au lendemain, a transformé un égout en un piège mortel. Un homme qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il s'appelait Viktor Mikhailovitch Leonov. Âgé de 31 ans. Lieutenant-colonel, commandant d'une compagnie de sapeurs au sein de la 208e division de fusiliers. Il est né à Toula, ville d'armuriers et de samovars. Son père était maître artisan dans une fabrique d'armes, un véritable maître dans son domaine. Sa mère était institutrice. Il avait 2 frères cadets, tous 2 déjà au front. Son épouse, Anna, était restée évacuée à Sverdlovsk avec leur fille de 2 ans, Mashenka. Victor n'avait vu sa fille qu'en photo. Elle était née alors qu'il était déjà au front. Avant la guerre, Leonov travaillait comme ingénieur dans la même usine d'armement que son père. Non pas à l'atelier de machines-outils, mais au bureau d'études. Il concevait des culasses de fusils. Jeune spécialiste talentueux, on disait de lui qu'il possédait un don particulier, celui de visualiser un mécanisme, de comprendre son fonctionnement avant même que le dessin ne soit achevé. En 1939, un incident se produisit. Une nouvelle machine pour le traitement des tonneaux était en marche. On la mit en marche, mais 1 heure plus tard, elle s'arrêta. Les contremaîtres se creusèrent la tête pendant 3 jours. Leonov arriva le soir, après le départ de tous. Il resta à proximité pendant 1 heure. Il observa. Il écouta. Puis il prit une clé et desserra un boulon. Un seul. Le lendemain matin, la machine fonctionnait à merveille. « Comment avez-vous deviné ?» demanda le chef d'atelier. « Je n'ai pas deviné, » répondit Leonov. « Je l'ai entendu. Le son était étrange. » C'est cette capacité à voir, à entendre et à ressentir ce qui n'allait pas qui a fait de lui ce qu'il est devenu pendant la guerre. Victor fut mobilisé dès les premiers jours. Le 22 juin 1941, il travaillait encore sur ses projets. Le 24, il se présentait déjà au bureau de recrutement. Fort de sa formation d'ingénieur et de son expérience en mécanique, il fut affecté au sapage, non pas au front, mais au déminage. On lui apprit vite, sur le tas. Je me souviendrai toujours de mon premier combat. Près d'Yelnya, en août 1941. Leur compagnie reçut l'ordre de miner une route. De nuit. Les Allemands avançaient et il fallait les contenir. Leonov creusa un trou pour la mine et ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais de lucidité. Il allait enterrer ce morceau de fer. Et demain matin, un char allemand emprunterait cette route. Ou un camion rempli de soldats. Et il imagina l'explosion. Du fer, du feu, des cris. Je tuerai des gens que je ne verrai même pas, ai-je pensé alors. Le commandant de l'escouade, le sergent-major Korovin, s'assit à côté de lui et tira une bouffée de sa cigarette roulée à la main. « Lieutenant, pourquoi êtes-vous gelé ?»« Je crois, » dit Leonov en essuyant la sueur de son front, « la première fois. »« Vous êtes en train de poser des mines ?»« Ouais. »« Qu'y a-t-il à réfléchir ? C'est simple, c'est soit toi, soit eux. » « Je comprends, c'est juste que... » Leonov était sans voix. Korovin expira de la fumée. Il leva les yeux au ciel. Des étoiles. Le silence. Dans quelques heures, cet endroit sera un enfer. Écoutez, lieutenant, je vais vous dire une chose. Vous êtes un ingénieur, et un ingénieur intelligent. Alors réfléchissez bien.
Chaque mine que vous posez correctement signifie que nos hommes restent en vie. Parce que l'Allemand explosera sur cette mine et il n'atteindra pas nos tranchées. Compris ? Compris. Eh bien, au travail. On verra pour les doutes plus tard. On survivra à la guerre, après on pourra y penser. Leonov continua de creuser. Ses mains ne tremblaient plus. Korovine avait raison. C'était du travail. Terrible, salissant, mais nécessaire. 3 mois plus tard, le sergent-major Korovine marcha sur une mine allemande. Seul. Ironie du sort, Leonov pleura. Pour la première et la dernière fois depuis le début de la guerre. Après cela, il apprit à ne plus penser à ce qui serait, à ne penser qu'à ce qui était. La tâche, la solution, l'exécution. Tout le reste, plus tard. Leonov gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir commandant de compagnie. Non pas par ambition, mais parce qu'il n'y avait plus personne. La pénurie d'officiers était catastrophique. Dès 1943, il était lieutenant et commandait 120 sapeurs. Il posait des mines, les déminait, construisait des passages, faisait sauter des ponts. Le travail typique d'un sapeur. Leonov était d'un naturel calme, voire flegmatique. Il ne criait jamais sur ses subordonnés. Il ne jurait jamais. Il expliquait les choses calmement, 2 ou 3 fois si nécessaire. Les soldats le respectaient, pour son équité, pour son professionnalisme, pour ne pas avoir envoyé des hommes à la mort sans raison. Mais il avait un trait de caractère que peu de gens remarquaient, l'entêtement. Si Leonov avait une idée en tête, il allait jusqu'au bout, à n'importe quel prix. Même si vous passiez la mie blanche, même si vous vous lamentiez, il y parvenait. Le commandant de division, le colonel Bespalov, a dit un jour « Leonov est un homme qui trouvera une issue là où il n'y en a pas. » Sur le moment, cela sonnait comme un compliment. 1 an plus tard, à Budapest, ces mots allaient se révéler prophétiques. Leonov avait une habitude. Avant chaque mission, il sortait une photo. Sa femme, sa fille. Il la contemplait 1 minute, en silence. Puis il rangeait ses affaires et partait travailler. Il n'en a jamais parlé à personne. Mais les soldats le savaient. C'était sa façon de se rappeler pourquoi il était là. Pourquoi il devait survivre. Il y avait encore un objet, un petit carnet à couverture de cuir, un cadeau de son père. Leonov le gardait dans la poche poitrine de sa tunique. À l'intérieur, des dessins, des schémas, des notes, tout ce qui lui passait par la tête, des idées, des solutions, des observations. « J'ai la tête pleine de trous », expliqua-t-il. « Si je ne l'écris pas, j'oublierai. » Ce carnet contenait des plans de mines artisanales, des schémas pour faire sauter des ponts et des calculs de charges explosives. Il y avait même un poème. Leonov écrivait de la poésie, maladroitement, mais il en écrivait. Pour sa fille. Pour la lui lire à son retour. S'il revient. Durant l'hiver 1944 à 1945, la compagnie de Leonov participait à l'offensive de Budapest. La ville était assiégée depuis décembre. Les combats étaient acharnés. Allemands et Hongrois défendaient avec acharnement. Chaque maison était une forteresse. Chaque rue était un piège mortel. Les sapeurs travaillaient sans relâche. Ils déminaient les bâtiments, faisaient sauter les barricades et construisaient des ponts sur le Danube. Leonov perdit 10 kilos en 1 mois. Ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient de fatigue. Mais il continuait à travailler. Je me suis souvenu des mots de Korovan. Chaque mine que vous posez correctement signifie que nos garçons restent en vie. En février, la garnison allemande de Budapest était encerclée. Un cercle très étroit. Aucune percée n'était possible, du moins c'est ce qu'il semblait. Mais Leonov ignorait encore ce que les Allemands préparaient. Il ignorait tout du plan visant à percer les égouts. Il ignorait que dans quelques jours, il serait confronté à une tâche inédite, et que la décision lui parviendra au tout dernier moment, la toute dernière nuit. Le soir du 8 février, Leonov fut convoqué au quartier général de la division. Il neigeait, une neige lourde et humide. Budapest était ensevelie sous la boue et la suie. La ville brûlait depuis 2 mois. La fumée était si épaisse au-dessus des rues qu'on ne voyait rien à 50 mètres.
Leonov monta au 2e étage du bâtiment en ruine où se trouvait le quartier général. Dans la pièce se trouvaient le colonel Bespalov, chef d'état-major, le commandant Krotov et 2 autres officiers que Leonov ne connaissait pas. L'un était des nôtres, un capitaine. L'autre était hongrois, en uniforme de l'armée rouge. Il était apparemment interprète. « Asseyez-vous, Leonov », dit Bespalov en désignant la chaise d'un signe de tête. « Voulez-vous fumer ?»« Je ne fume pas, camarade colonel. »« C'est inutile, en temps de guerre, c'est apaisant. » Bespalov alluma lui-même une cigarette. Il resta longtemps silencieux. Puis il dit « Les Allemands préparent une percée. » Leonov acquiesça. C'était prévisible. Ceux qui sont encerclés tentent toujours de s'échapper. « Mais pas là où nous le pensions, » poursuivit le colonel. « Pas par les rues, sous terre. »« Le métro ?» demanda Leonov. « Et Gagou. » Krotov déplia la carte sur la table. Un grand schéma. Budapest. Un réseau de lignes sous la ville, des tunnels. « La ville est ancienne, » expliqua le commandant. « Le réseau d'égouts est vaste. Des tunnels courent partout, sous tous les quartiers. Les Allemands contrôlent le centre, nous contrôlons la périphérie. Mais sous terre, la frontière est floue. Vous comprenez ? » Leonov hocha la tête. Il commençait à comprendre. Les renseignements ont rapporté, Bespalov tira une bouffée de sa cigarette. Les Allemands rassemblent des hommes, les meilleurs, des SS, environ 300 hommes. Ils préparent une opération. On pensait que c'était l'assaut final, mais alors le prisonnier a parlé. Le capitaine hongrois a dit quelque chose en hongrois. Le traducteur a traduit. Le capitaine Molnar a servi dans la police de Budapest avant la guerre. Il connaît les égouts. Il dit que c'est un labyrinthe. Des centaines de tunnels. On peut passer sous toute la ville si on connaît le chemin. Les Allemands le savent-ils ? Demanda Leonov. Ils ont des cartes, répondit Krotov. Et ils ont des guides locaux, des Hongrois, des services municipaux. Ils ont été obligés d'aider. Bespalov se leva. Il alla à la fenêtre et regarda la ville en flammes. Imagine la scène, Leonov. 300 soldats d'élite allemands, mitrailleuses, fusils d'assaut, grenades. Ils pénètrent dans les égouts de notre côté, là où le front est flou. Ils s'engouffrent sous terre. Ils émergent derrière nos positions, à l'arrière, de nuit. Et ils commencent à massacrer les quartiers généraux, les entrepôts et les centres de communication. Leonov se présenta. L'atmosphère se refroidit. « C'est une catastrophe », dit-il à voix basse. « Exactement. On va perdre le contrôle. Le chaos va s'installer. Et là, vous voyez, le groupe de secours va percer les lignes ennemies. Et le système va s'effondrer. » Le colonel retourna à la table et fixa Leonov du regard. « Votre tâche est de les empêcher de réussir. » « Comment ? » ?»« Faites sauter les tunnels. Faites-les s'effondrer. Inondez-les. Minez-les. Je ne sais pas. Vous êtes ingénieur. Trouvez une solution. » Leonov regarda la carte. Un enchevêtrement de lignes, des dizaines d'entrées, des centaines d'intersections. « Camarade colonel, c'est impossible. Il y a trop de tunnels. Je n'aurai pas le temps de tous les faire sauter, et nous n'avons pas assez d'explosifs. Nous n'avons pas besoin de tout. Il nous faut fermer les axes principaux. Le capitaine Molnar nous sera d'une grande aide. Il sait quels tunnels les Allemands pourraient utiliser. » Le capitaine hongrois hocha la tête et dit quelque chose. Le traducteur traduisit. Il dit qu'il y a 3 itinéraires principaux. De larges tunnels où l'on peut marcher debout. Les autres sont étroits, impossibles à traverser même en se penchant. Les Allemands choisiront les plus larges. 3 itinéraires, répéta Leonov. Donc 3 explosions ? Au moins, acquiesça Bespalov. Mais il y a un problème. Nous ne savons pas quelle direction ils prendront, ni quand. Peut-être demain, peut-être dans une semaine. Et qu'en est-il de la surveillance ? Souterrain ? Krotov a ricané. Vous imaginez à quoi ressemblent les égouts de Budapest ? L'obscurité, la puanteur, le froid, les rats. On pourrait devenir fou en une journée. Et il n'y a pas assez de monde pour s'en occuper. Tout le monde est en première ligne. Leonov resta silencieux. Il réfléchissait. Une image se formait dans son esprit.
une image sombre. « Quand devrions-nous commencer » a-t-il finalement demandé. « Demain matin. Le capitaine Molnar vous montrera les entrées. Inspectez. Élaborez un plan. Faites votre rapport. Mangez. » Léonov se leva, salua, se retourna. « Léonov !» a appelé Bespalov. « Oui, monsieur. » « Si vous ne les arrêtez pas... » Le colonel n'acheva pas sa phrase, mais Léonov avait compris. « Si je ne m'arrête pas, on est tous foutus. » Il quitta le quartier général. La neige tombait plus abondamment. Au loin, un grondement se fit entendre. De l'artillerie. Ce grondement allait résonner toute la nuit. Il s'y était habitué. Léonov sortit un carnet. Il l'ouvrit et, sous le lampadaire, tenta de noter quelque chose. Mais quoi? La mission était floue. Les informations étaient rares. Ennemi inconnu, heure inconnue, lieu inconnu. Il ferma son carnet et rejoignit les siens. Le matin du 9 février, Léonov descendit dans les égouts. Le capitaine Molnar menait la troupe. Léonov, 2 sapeurs et un interprète suivaient. Lanterne, faible lumière, écho. L'odeur était si insupportable que Léonov dut se retenir de vomir pendant les 5 premières minutes. Puis il s'y habitua. Son nez s'y adapta. Il ne la sentait plus. « Faites attention », a dit Molnar par l'intermédiaire d'un interprète. « Il est facile de se perdre ici. Et il y a des zones dangereuses. Le méthane s'accumule. Une simple lampe torche et il pourrait y avoir une explosion. » Ils longèrent l'égout principal. Il était large, haut de 2 mètres. On pouvait s'y tenir debout. Un ruisseau coulait au centre, sale et nauséabond. D'étroits sentiers longeaient les côtés, mouillés et glissants. Léonov observa. Il mémorisa. Il absorba chaque détail. Le tunnel bifurquait, puis encore, puis encore. Un véritable labyrinthe. Molnar avait raison. « Ici », dit le Hongrois en s'arrêtant à une bifurcation. « C'est l'un des 3 chemins. Si vous continuez tout droit, vous atteindrez la périphérie nord. Vos positions s'y trouvent. » Jusqu'à quel point ? 2 kilomètres, peut-être un peu plus. Et si on faisait tout sauter ici ? Léonov braqua sa lampe torche sur la voûte. Ça va s'effondrer. Mais les Allemands pourraient faire un détour. Il y a plusieurs itinéraires possibles. Affichez les 3 itinéraires. Ils marchèrent encore 3 heures. Molnar montra et expliqua. Léonov dessina un schéma dans un cahier. Son crayon crissait sur le papier. Ses mains étaient mouillées et froides. À midi, ils remontèrent à la surface. Léonov s'assit sur les marches de la maison en ruine. Il sortit un carnet et consulta le schéma. 3 itinéraires, 2 kilomètres chacun. Des dizaines de bifurcations. Des centaines de recoins cachés. Comment arrêter 300 personnes si vous ne savez pas où elles vont se présenter? Faire sauter les 3 routes? Possible. Mais rien n'est garanti. Les Allemands trouveront un moyen de contourner les obstacles, ou de dégager les décombres. Ils ont des sapeurs. L'exploitation minière? C'est une option aussi. Mais il faut beaucoup de mines. Et comment les poser si les tunnels sont larges et que l'ennemi peut se déplacer au centre, sur les bords, n'importe où? Tendre des embuscades? Il n'y a pas d'hommes. Et dans l'obscurité, l'exiguïté des lieux, la puanteur, les soldats ne tiendront pas longtemps. Leur morale s'effondrera en moins de 24 heures. Léonov réfléchissait. Il avait la tête qui tournait. Il n'y avait pas de solution. Je suis retourné au siège de la compagnie. J'ai réuni les chefs d'escouade. J'ai expliqué la mission et sollicité leurs idées. Le sergent-major Gurov, un sapeur expérimenté, a déclaré « Lieutenant, peut-être devrions-nous simplement inonder les tunnels, avec de l'eau. Le Danube est tout près, il suffit de laisser entrer l'eau et le tour est joué. » « L'eau va se retirer, répondit Léonov. C'est à ça que servent les égouts. De plus, les Allemands peuvent attendre que l'eau se retire. Puis du gaz, asphyxiant. Laissez-le entrer et laissez-les mourir. Il n'y a pas d'essence, et nous allons en souffrir aussi. Le vent dans les tunnels est imprévisible. De nombreuses propositions ont été faites. Toutes étaient irréalistes.
Le soir, Leonov rapporta à Bespalov « Je propose qu'on mine les entrées. Quand les Allemands arriveront, on les fera sauter. On bouchera les sorties. Ils resteront sous terre. Et s'ils empruntent les mauvaises entrées? Alors, Leonov se tut. Alors tout va mal. Bespalov hocha la tête. Il a compris. Faites ce que vous pouvez. Le temps presse. Leonov travailla toute la nuit. Ses sapeurs posèrent des mines, des charges explosives, des fils de déclenchement, tout leur arsenal. Mais c'était la loterie. Il était impossible de deviner où les Allemands allaient apparaître. Le 10 février se déroula sans incident. Le 11 aussi. Leonov ne dormit pas. Il attendit. Il était à cran. Et puis, il s'est passé quelque chose à lequel il ne s'attendait pas. Le 11 février, à 21h, un homme fut amené à Leonov. Un Hongrois âgé, maigre, effrayé. L'interprète expliqua. « Voici Józef Szabó. Il travaillait pour les services municipaux, à l'entretien du réseau d'égouts. Les Allemands l'ont forcé à devenir conducteur. Il s'est enfui. Il demande l'asile. » Un guide? Leonov se redressa. « Pour une percée ?» Szabó hocha la tête. Il parla rapidement, d'une voix hésitante. L'interprète eut à peine le temps de traduire. « Oui, un groupe de percés, 230 hommes, des unités d'élite. Ils partent ce soir, à 3h, par les égouts centraux. J'étais censé les commander, mais je n'en ai pas envie. Je ne veux pas de la guerre. J'ai 60 ans, j'en ai assez. » Leonov la saisit par les épaules. « Quel itinéraire? Où exactement ?» Szabó désigna la carte. Molnar confirma. « Oui, c'est une possibilité, l'une des trois. » « D'où viennent-ils? Où vont-ils ?»« L'entrée est ici, » indiqua Szabó. « Au centre, zone allemande. La sortie est par là, périphérie nord, zone soviétique. Distance, 2 km et 300 mètres. La marche prendra environ 2 heures, peut-être un peu plus. » Leonov regarda sa montre. 21h30. Il restait 5h30 avant 3h. 5h30 pour trouver comment arrêter 230 hommes SS triés sur le volet. Il appela Gurov et 3 autres sapeurs et leur expliqua la situation. « Des idées ? On peut miner la sortie, a déclaré Gurov. Quand ils commenceront à sortir, on pourra la faire sauter. Et s'ils sortent rapidement, une 50aine de personnes passeront en 1 minute. On les fera sauter et on en tuera 50. Les 180 restants survivront. Ensuite, à l'intérieur, nous allons exploiter le tunnel de l'intérieur. » Quoi ? On a 5 heures. Le tunnel fait plus de 2 km. Ils vont de l'entrée à la sortie. Nous, on est censé aller de la sortie à l'entrée. On se retrouvera quelque part au milieu. Et alors, ils vont nous tirer dessus. Ils restèrent silencieux. Ils réfléchissaient. Le temps s'écoulait. « Lieutenant, dit soudain le caporal Smirnov, peut-être une embuscade? En plein tunnel. On va créer un feu croisé. » J'y ai pensé, mais il fait sombre là-bas. Où tirerions-nous? De plus, les Allemands tireraient aussi. Dans un tunnel étroit, ce serait un massacre. Les nôtres s'entretueraient. Il faut donc les faire s'arrêter d'eux-mêmes, dit lentement Gurov, réfléchissant à voix haute. Pour qu'ils sortent d'eux-mêmes, les mains en l'air. Comment cela peut-il être fait? Demanda Leonov. Personne n'a répondu. Leonov sortit. Il alluma une cigarette. Pour la première fois en 6 mois. Ses mains tremblaient. Une seule pensée me traversait l'esprit. 5 heures. 230 personnes. Comment les arrêter? Il imagina ces hommes comme des soldats, expérimentés. Ils voulaient survivre. Ils voulaient percer les lignes ennemies. Ils traverseraient le tunnel. Rapidement, silencieusement, de façon organisée. Qu'est-ce qui peut les arrêter? Un effondrement? Non, ils le contourneront. De l'eau? Non, ça passera. Des mines? Non, elles seront désamorcées. Quoi d'autre? Leonov se tenait sous la neige. Il contemplait la ville en flammes. Fumée, feu, ruines. Et soudain, il se souvint. Père, usine, 1937. Leonov avait 23 ans. Il venait de commencer à travailler au bureau d'études. Un incident s'est produit.
L'usine fabriquait des fusils, en grande quantité, pour l'armée. Soudain, un défaut a été constaté. Tous les fusils n'ont pas passé le contrôle qualité. Les culasses se bloquaient. La direction a paniqué. Le lot risquait d'être refusé. L'usine pouvait être condamnée à une amende. Il a fallu beaucoup de temps pour démêler l'affaire. Il s'est avéré qu'un ouvrier avait commis une erreur. Lors de l'assemblage, il avait monté une pièce à l'envers. Une seule. Et à cause de cela, des dizaines de fusils étaient inutilisables. Le père a alors dit « Vitia, souviens-toi, dans un mécanisme, tout est important. Mais parfois, une seule petite pièce mal placée suffit à briser tout le mécanisme. Tu comprends ?» Leonov hocha alors la tête. Il n'y prêta aucune attention. Et maintenant... Il se tenait maintenant sous la neige à Budapest, et soudain il comprit. Les Allemands sont une machine. Ils suivent un itinéraire, ils ont un plan. Entrée, chemin, sortie, tout est calculé. Et si j'avais placé un petit détail au mauvais endroit? Et si on modifiait leur itinéraire pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas? Et si... Leonov retourna en courant au quartier général. Sabot était toujours là, Molnar aussi. « J'ai besoin d'un plan précis du tunnel », a déclaré Leonov. Où se trouvent les embranchements, les impasses, les passages latéraux? Absolument tout. Molnar fut surpris, mais il avait apporté une carte. Une grande carte, une carte détaillée. Leonov se pencha sur elle. Il suivit les lignes du doigt. Il chercha. Et je l'ai trouvé, à 1 kilomètre de la sortie. Là où le tunnel principal continuait tout droit, il y avait une bifurcation, étroite, courte, un cul-de-sac. Elle partait à gauche sur 50 mètres et se heurtait à un mur. Une ancienne mine, abandonnée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Leonov. « Un ancien puits de ventilation » expliqua Molnar. « Il a été construit au XIXe siècle, puis il a été abandonné. La sortie vers la surface a été murée. » Est-ce visible depuis le tunnel principal? Oui, l'entrée est de nouveau là, l'obscurité. Les Allemands vont la remarquer. Et si elle... Leonov se tut. Une image se formait dans son esprit. Si on mure le tunnel principal, qu'on le maçonne, vite, du jour au lendemain, qu'on fasse comme si de rien n'était, comme si le mur avait toujours été là. Le vrai chemin se trouve dans ce passage latéral. Dissimulez-le, faites-en une impasse. Mais en réalité, vous pouvez aller plus loin. Les Allemands avanceront. Ils apercevront un mur, ils penseront que la voie principale est bloquée. Ils feront demi-tour. Ils verront une route secondaire. Et si c'était la sortie, ils s'y rendront. Et ils aboutiront à une impasse. Et dans une impasse, ils se retrouveront dans une impasse. Leonov regarda sa montre. 22h15. 4h45 avant l'arrivée des Allemands. Arrivera-t-il à temps? Combien de briques faut-il pour remplir un passage de 2 mètres de large et 2 mètres de haut? Demanda-t-il. Molnar a compris. Environ 1500, peut-être plus. Où puis-je me le procurer? Il y a des ruines tout autour, des briques partout. Du ciment? Pas besoin, il suffit de le plier. Ils ne s'en apercevront pas dans le noir. Leonov acquiesça. Le plan prenait forme. J'ai besoin de monde, une 50aine, des costauds, et de transport, des camions, 3. Bespalov, qui avait écouté en silence tout ce temps, demanda « Êtes-vous sûr que cela fonctionnera ?» Leonov resta silencieux, puis il dit la vérité. « Je ne suis pas sûr, mais il n'y a pas d'autre plan. » Le colonel acquiesça. « Il y aura du monde, des voitures aussi. Allez-y. » Leonov a joué. 22h30, Budapest, neige. Leonov s'apprêtait à accomplir l'opération la plus folle de sa vie. Il allait construire une fausse paroi dans un tunnel d'égout en 4h30. Il allait tromper 230 soldats d'élite allemands. Il allait les contraindre à aller là où il le souhaitait. Cela semblait absurde. Mais il n'y avait pas d'autre issue. Il rassembla ses hommes, toute la compagnie, 120 hommes, fatigués, sales, exténués. Il venait à peine de terminer le déminage la veille. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Mais il n'avait pas le choix. Leonov monta sur la tribune pour que tout le monde puisse le voir.
Il parla fort et clairement. « Camarades soldats, dans 4 heures, les Allemands vont percer, sous terre, par les égouts. 230 hommes. S'ils percent, on est tous foutus. Quartier général, entrepôt, communication, tout va partir en vrille. Et alors l'encerclement s'effondrera. » Ils restèrent silencieux. Ils écoutèrent. « Notre mission est de les empêcher de passer. Comment ? J'ai une idée. On va leur construire un mur, un faux mur, dans le tunnel, pour qu'ils croient que le passage est bloqué, et qu'ils empruntent un passage latéral. Et là, nos mitrailleurs les attendront. Une embuscade. Des questions ? Le caporal Zaïtsev leva la main. « Camarade lieutenant, ne remarqueront-ils pas que le mur est faux ? Ils remarqueront si on le fait de travers. Alors on le fera comme les vrais, droit, soigneusement. Ils ne pourront rien voir dans le noir. Et s'ils commencent à le casser ? Ils ne le feront pas. Il n'y a plus de temps. Ils sont sur le point de réaliser une percée. Chaque minute compte. S'ils se heurtent à un obstacle, ils feront demi-tour. Ils trouveront une autre solution. » « Et s'ils ne font pas demi-tour ?» demanda le sergent-major Gurov. Léonov le regarda dans les yeux. « Alors c'est toujours mauvais. Mais au moins on va essayer. » Gurov acquiesça. Compris. « Nous allons nous diviser en groupes, » poursuivit Léonov. « Le premier groupe est chargé d'extraire des briques. Gourov est responsable. Il faut ramasser des briques dans toutes les ruines environnantes et les charger dans les camions. Il nous en faut 1500 au minimum. Mangez ! Deuxième groupe, transport. Smirnov est aux commandes. 3 camions. Vous transportez les briques jusqu'à l'entrée des égouts. Ici. » Léonov désigna la carte. « L'entrée est camouflée, mais Molnar vous la montrera. » « Compris. » Troisième groupe, les constructeurs. Je suis aux commandes. On descend dans le tunnel, on construit le mur. 4 heures pour tout faire. Au travail. La foule se dispersa. Léonov resta avec Molnar et Sabot. « Pouvez-vous me montrer l'emplacement exact ?» demanda-t-il. Les Hongrois acquiescèrent. Léonov sortit un carnet. Il dessina rapidement un schéma. Plan d'action, entrée, itinéraire, emplacement du mur, distance, horaire. Tout devait être parfaitement synchronisé à la minute près. 2300 heures. Le premier groupe a commencé à ramasser des briques. Budapest n'était plus qu'un immense amas de décombres. Des briques jonchaient le sol. Des immeubles entiers avaient été réduits à des montagnes de pierres brisées et de gravats. Les soldats travaillaient dans l'obscurité, éclairés par des lampes frontales. Leurs mains étaient ensanglantées. Les briques étaient coupantes et irrégulières. Gurov conduisait des gens. « Plus vite ! Pas un seul, mais 3 à la fois. Attrapez-les !» Il les transportait. Il les empilait à l'arrière des camions. Les montagnes de briques s'amoncelaient. « Ça fait déjà combien de temps ?» cria Gourov. « Environ 500. »« Pas assez, plus. Ils ont prolongé la situation. » À ce moment-là, Léonov descendit dans les égouts. Il était accompagné de Molnar, Sabot, 10 sapeurs et du capitaine Voronov du régiment de fusiliers. Voronov commandait un groupe de mitrailleurs chargés de tendre une embuscade. Ils longèrent l'égout principal. Des lanternes éclairaient les parois humides. L'eau gargouillait sous leurs pas. Des échos. L'obscurité régnait devant et derrière eux. « Juste ici !» s'arrêta Sabot. « C'est l'endroit !» Léonov regarda autour de lui. Le tunnel s'étendait droit devant lui, large, haut. À gauche, une ouverture sombre, une bifurcation. Celle-là même, celle qui menait à une impasse. « Bon alors, » dit Léonov en braquant sa lampe torche, « on construira le mur ici, 20 mètres plus loin, le long du tunnel principal. Pourquoi pas ici ? Comme ça, les Allemands passeront d'abord par le passage latéral. Ils le verront, ils s'en souviendront. Puis ils se heurteront au mur. Ils feront demi-tour. Ah, il y avait un passage sur la gauche ! Et ils tourneront là. Astucieux, acquiesça Voronov. Il faut camoufler le passage latéral, poursuivit Léonov, pour qu'il ressemble à une impasse. Sabot, qu'y a-t-il au bout ? Un mur, en briques, vieux, sortie bloquée. Excellent.
Les Allemands atteindront ce mur. Ils croiront que c'est une impasse. Ils feront demi-tour. Et ensuite, vous... Léonov regarda Voronov. Mitrailleur à couvert, en attente. Dès que les Allemands se retournent, feu. Ils vont tirer, a fait remarquer Voronov. Ils le feront. Mais dans un espace confiné, ils n'ont aucun avantage. Vous êtes à couvert, ils sont à découvert, sans compter l'effet de surprise, sans compter la panique. Ils comprendront qu'ils sont piégés. Ils se rendront. Je l'espère, répondit Voronov d'un ton peu assuré. Léonov n'en était pas sûr non plus, mais il ne le laissait pas paraître. Vous êtes combien ? 30 mitrailleurs, 2 mitrailleuses légères. Ça suffit, prenez position ici, dit Léonov en désignant la carte. Au bout du passage latéral, derrière les corniches, dans les niches, hors de vue. Et la lumière ? Ils utiliseront des lampes de poche ? Ils vont les éteindre, ils verront les machines et les éteindront. Voronov acquiesça. Il partit avec ses hommes, pour préparer les positions. Léonov resta avec les sapeurs, attendant une brique. 23h30. Le premier camion est arrivé. Smirnov a supervisé le déchargement. « Dynamique, descendez !» L'entrée des égouts était étroite. Des briques étaient passées de main en main à l'aide d'une chaîne. Une dizaine de personnes faisaient la queue de haut en bas. Léonov se tenait en contrebas. Reçu, empilé. Ça fait déjà combien de temps ? 300. Pas assez, plus. Des briques tombaient. J'avais mal aux mains. Mes doigts étaient ensanglantés. Personne ne s'est plaint. 0 heure. Deuxième camion. Encore 500 briques. Est-ce suffisant ? Demanda Smirnov. Léonov a compris. Au mur, oui, mais il nous faut une réserve. Nous attendons la 3e. 0,20. Troisième camion. Les 700 derniers. Ça y est, commençons la construction. Léonov a désigné les hommes et a expliqué le principe. Disposez-la en 2 rangées, bien serrées, régulièrement. La première rangée est la base, la seconde rangée est le renfort. Hauteur, 2 mètres. Largeur, 2 mètres. Ne laissez aucun espace, compris ? Il est clair. Nous avons commencé. La première brique a été posée à 0,25. Léonov l'a posée lui-même. Il l'a vérifiée au niveau. Elle était de niveau. Deuxième brique. Troisième. Quatrième. Il travaillait en silence. Les seuls bruits étaient ceux des briques qui s'entrechoquaient, des respirations et du clapotis de l'eau. Léonov supervisait, corrigeait, vérifiait. Chaque rangée devait être parfaite. Sinon, les Allemands le remarqueraient. La première rangée fait 20 briques de long et 10 de haut. 200 au total. Cela a pris une demi-heure. 0,55. La première rangée est prête. Deuxième rangée, allez ! La deuxième rangée avançait plus vite. Les gens avaient pris le coup de main. Leurs mains se souvenaient des mouvements. Léonov s'éloigna de 10 pas. Il alluma sa lampe torche. Il observa. Le mur s'élevait. Dans l'obscurité, il paraissait réel, vieux, comme s'il avait toujours été là. « Bien », murmura-t-il. « Très bien. » Mais soudain, je l'ai remarqué. Les briques étaient neuves, légères, trop légères. Elles contrastaient fortement avec les vieux murs du tunnel. « Arrêtez !» cria Léonov. Tout le monde s'est arrêté. « Quoi ? Les briques sont trop propres. Les Allemands vont le remarquer. Il faut les foncer. »« Comment ?» demanda le caporal Zaïtsev. Léonov regarda autour de lui. L'égout était rempli de tout. Terre, limon, eau, moisissure. « Recouvrez-le de boue, de limon, de liquide, pour lui donner un aspect vieux. » Les soldats échangèrent un regard. Puis Zaïtsev sourit. Imaginez un peu, recouvrir des briques de boue. Mais il prit le limon. Il l'étala sur la brique. Certes, elle commença à paraître vieille. Tout le monde s'y est mis. Ils en ont tartiné, ils se sont salis. L'odeur était insupportable. Mais ça a marché. 1 heure du matin. La deuxième rangée est prête.
Le mur s'est élevé jusqu'au plafond, bloquant complètement le passage. Léonov s'éloigna, très loin, à une 50aine de mètres. Il éteignit sa lampe torche. Il resta là, dans l'obscurité. Puis il l'alluma, brutalement. La lumière se projeta sur le mur. Ça avait l'air naturel, comme de vieilles briques, un peu délabrées, humides, envahies de moisissures. « C'est fait », souffla-t-il. Mais ce n'était que la moitié de l'histoire. Il fallait encore dissimuler le véritable itinéraire. Le véritable itinéraire était simple, contourner le mur par un embranchement. Il bifurquait à gauche sur une 50aine de mètres, puis rejoignait le tunnel principal, derrière le mur. Mais la voie de contournement ressemblait à un passage fonctionnel, propre, large. Les Allemands l'auraient immédiatement reconnu comme une voie de contournement. Il était nécessaire de s'assurer qu'ils ne comprennent pas cela. « Sabot !» appela Léonov. « On pourrait mettre quelque chose là-bas, dans le passage latéral ? Le recouvrir de détritus ? Pour faire croire qu'il est abandonné ?» Le Hongrois acquiesça. « On peut. Il y a de vieux tuyaux, des planches et des débris. On va tout rentrer. Apportez-le et éparpillez-le un peu partout pour qu'on ait l'impression que personne n'est venu ici depuis longtemps. » Sabot partit avec 2 sapeurs. Ils revinrent 20 minutes plus tard, transportant des tuyaux rouillés, des planches pourries et des grilles cassées. Éparpillés dans un passage latéral, négligemment, dans le chaos. Léonov vérifia. Il alluma sa lampe torche. Le passage latéral semblait abandonné. Une impasse, impraticable. Super, 1h30. Le plus gros du travail était fait. Il ne restait plus qu'à préparer l'embuscade. Voronov avait déjà positionné ses hommes. 30 mitrailleurs étaient à couvert, derrière les saillies du mur, dans des niches, derrière les décombres. Léonov longea un passage latéral, vérifiant les positions. Il pointa sa lampe torche dans la direction d'où les Allemands allaient approcher. Aucun mitrailleur en vue. Tant mieux. L'essentiel est de ne pas tirer prématurément, dit-il à Voronov. Attendez que tous les Allemands soient entrés, tous les 230. Laissez-les atteindre le bout, le mur. Faites demi-tour. Et seulement alors, tirez. Et s'ils ne viennent pas tous ? Alors il y aura une bagarre. Mais les chances sont meilleures si tout le monde vient. Voronov acquiesça. Compris. Léonov retourna au mur. Il s'arrêta. Il observa. Il vérifia mentalement chacun de ses pas. Les Allemands progressent dans le tunnel principal. Ils aperçoivent un tunnel latéral sur leur gauche. Ils s'en souviennent, mais continuent leur chemin. Après tout, c'est la voie principale. À 20 mètres de là, il y a un mur. Ils repoussent. Le passage est bloqué. Ils reviennent. Où est la sortie ? Ah, il y avait une entrée latérale. Ils tournent là. Ils marchent. 50 mètres. Impasse. Mur. Est-ce là aussi une impasse ? Sommes-nous piégés ? Panique. Ils font demi-tour. Et puis, il y a les mitrailleuses. Haut les mains ! Le plan était simple. Trop simple. Mais il n'y en avait pas d'autre. « Lieutenant !» cria Gurov. « Et s'ils escaladent le mur ? Et s'ils enlèvent les briques ?» Léonov y a réfléchi. Vraiment. Si un seul Allemand se met à tester le mur à main nue, il faut faire en sorte qu'il n'en ait plus envie, dit-il lentement, pour qu'il pense que c'est dangereux. Comment ? Léonov se souvint. Molnar parlait de méthane. Il s'accumule dans les tunnels. Explosif. Et si on mettait un panneau, suggéra-t-il, un avertissement à propos du gaz ? Après tout, les Allemands lisent l'allemand. D'où vient ce panneau ? On le fera. Ils trouvèrent un morceau de tôle. Ils le grattèrent avec un clou. Achtung, Gasplosiongefahr. Attention, danger d'explosion de gaz. Ils l'ont accroché au mur, à un fil de fer. Les Allemands vont le voir et avoir peur, a déclaré Léonov. Ils n'iront pas vérifier. Ils auront peur de l'étincelle. Gourov a ri sous cap. Intelligent. 150. Tout est prêt. Mur, camouflage, embuscade, panneau. Léonov ordonna à tous de remonter à la surface. Seuls les mitrailleurs de Voronov restèrent.
30 hommes étaient en embuscade. « Bonne chance, dit Leonov au capitaine. « Et vous aussi, répondit Voronov. Ils se sont serrés la main. Leonov remonta. Il sortit des égouts. Il inspira l'air glacial. La neige continuait de tomber. Le ciel était gris. 2h10. 50 minutes avant l'arrivée des Allemands. Leonov s'assit sur les marches. Il sortit un carnet. Il voulait écrire quelque chose, mais ses mains tremblaient. Il n'y arrivait pas. Gourov s'assit à côté d'elle et lui tendit sa flasque. « Lieutenant, prenez une gorgée, ça vous réchauffera. » Leonov refusa d'un geste. « Je ne bois pas pendant mon service. Aujourd'hui, ça va, ça vous calmera. Je me calmerai plus tard, si tout se passe bien. » Ils restèrent assis en silence, à attendre. 2h30. 20 minutes avant l'arrivée des Allemands. Leonov se leva. Il fit les 100 pas. Il ne pouvait pas rester assis. Ses pensées tourbillonnaient. Et si ça ne marche pas? Et si les Allemands découvrent le truc? Et si le mur est trop récent? Et si le panneau éveille les soupçons? Et si... Il s'arrêta, ferma les yeux, respira profondément. Arrêtez ça. Tout ce qui pouvait être fait l'a été. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. 2h45. 15 minutes. Smirnov s'est approché. « Lieutenant, on me pose des questions. Que devons-nous faire ensuite ?» Attendez, en silence, sans faire de bruit. Quand les mitrailleurs ouvriront le feu, on les entendra. Alors, baissez-vous vite. Aidez à faire des prisonniers. Et s'ils n'ouvrent pas? Alors ils ne sont pas venus. Ou alors ils sont partis par un autre chemin. Alors? Leonov ne répondit pas. Il ne savait pas alors de quoi il s'agissait. 2h55. 5 minutes. Tout le monde se tut. On s'assit. On se leva. On attendit. Le silence. Seul le bruissement de la neige. Et au loin, le grondement de l'artillerie. Le décor familier de la guerre. 3-0-0. Immédiatement. Immédiatement, les Allemands doivent partir. De leur zone, du centre-ville. 230 hommes, expérimentés, déterminés, prêts à percer les lignes ennemies. Ils descendent dans la trappe, l'un après l'autre, mitrailleuse en main, lampe torche allumée. Le guide, un Hongrois qui a remplacé Sabot, les conduit et leur montre le chemin. Ils avancent, vite, assurés. Ils connaissent le chemin, ils connaissent l'heure. Ils devraient être libres dans 2 heures. Leonov l'imagina. Il les vit, il les entendit. Le bruit des bottes sur la pierre, le clapotis de l'eau, des voix étouffées. 3h10, ils sont déjà en route. Ils suivent l'égout principal. Ils se rapprochent. 3h20, encore plus près. Leonov regarda sa montre. Il comptait, par vitesse, par distance. Il y a environ 1,5 km jusqu'au mur. Ils avancent vite. Environ 1 heure. Cela signifie qu'ils atteindront le mur vers 4 heures du matin. Peut-être un peu plus tôt. Attendez encore 40 minutes. Il se redressa. Il sortit une photo. Sa femme. Sa fille. Il regarda. Elle était presque invisible dans l'obscurité. Mais il connaissait chaque détail par cœur. Macha, pensa-t-il. Ma fille. Papa est en train de faire quelque chose de vraiment effrayant. Si ça marche, je sauverai beaucoup de gens. Sinon, je suis désolé. Il rangea la photo et serra les poings. 3h30. 30 minutes pour vous contacter. Gourov était assis non loin de là. Il fumait. Son regard scrutait l'obscurité. « Lieutenant, dit-il doucement, croyez-vous que cela fonctionnera ?» Leonov marqua une pause, puis il répondit honnêtement. « Je ne sais pas, mais je l'espère. » Moi aussi. Ils restèrent silencieux. 3h40. 20 minutes. Leonov se leva. Il ne pouvait plus rester assis. Il fit les 100 pas. Des pas. De la neige. L'obscurité. Quelque part sous terre, 230 Allemands se dirigeaient vers son piège. Quelque part sous terre,
30 mitrailleurs soviétiques étaient en embuscade. Les doigts sur la gâchette. Ils retenaient leur souffle. Quelque part sous terre se dressait un faux mur, qu'il avait construit en 4 heures avec des briques de récupération et de la terre. Est-ce que ça va marcher? Ou bien a-t-il envoyé 30 personnes à la mort? 3:50, 10 minutes. Son cœur battait la chamade. Léonov sentait son pouls accélérer dans ses tempes. Ses mains étaient mouillées et froides. « Seigneur, pensa-t-il, je ne crois pas. Mais si tu existes, aide-moi. Fais que les choses se passent bien. Fais qu'au moins une chose dans cette guerre se déroule comme prévu. » 3:55, 5 minutes. Tout le monde se leva. Ils regardèrent vers l'entrée des égouts. Ils écoutèrent. Silence. 4 heures. Silence. 4:05. Silence. Léonov commença à s'inquiéter. Avait-il emprunté un autre chemin? Ou avait-il complètement changé d'avis? 4:10. Silence. Gourov regarda Léonov. Peut-être ne sont-ils pas venus? Léonov ne répondit pas. Il écoutait. 4:15. Et soudain, un bruit est venu du sous-sol. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. Le grondement des mitrailleuses. Écho, réverbérant, roulant. Cris, paroles allemandes, ordres russes. « Ils sont là !» souffla Léonov. « Ça a marché !» 4h16 du matin. Les égouts sous Budapest ont explosé dans un déluge de feu et de cris. Léonov sauta dans la trappe. Il ne descendit pas, il sauta. Il atterrit accroupi. Il se cogna douloureusement le genou. Il ne sentit rien. Il courut dans le tunnel. Derrière lui se trouvaient Gourov, Smirnov et une vingtaine d'autres personnes. Les bruits s'intensifièrent. Des mitrailleuses crépitaient. De courtes rafales. L'écho les amplifiait. On aurait dit que des centaines tiraient. Des cris. Allemands. « Tsuruk, Tsuruk ! Retour, retour !» Russe. « Haut les mains, déposez vos armes !» Léonov courut, lampe torche à la main. Le faisceau lumineux dansait sur les murs. J'ai couru jusqu'à un embranchement. Je me suis arrêté. J'ai regardé en arrière. Le mur était toujours là, intact. Les Allemands n'ont même pas essayé de le détruire. Ça a marché. Ils ont emprunté un passage latéral. Léonov fit demi-tour. Il continua à courir. Encore 50 mètres. Les coups de feu étaient assourdissants. Une épaisse fumée, l'odeur de poudre. Devant nous, des ombres qui filent, des éclairs de coups de feu, le chaos. Les Allemands s'entassaient au bout de l'impasse, collés au mur. Certains ripostèrent, à l'aveuglette, dans l'obscurité. Certains hurlèrent, d'autres tentèrent de ramper en arrière. Les mitrailleurs soviétiques tiraient à couvert, par courtes rafales, avec précision. « Cessez le feu !» cria Léonov. « Voronov, arrêtez !» Les tirs se sont calmés. Pas tout de suite, encore quelques coups isolés. Puis, le silence. Que des cris, des gémissements, des paroles en allemand, rapides, paniquées. Voronov sortit de sa cachette. Couvert de suie, son visage était noirci. « Lieutenant !» cria-t-il. « Ils sont piégés, ils ne peuvent ni avancer ni reculer. » Léonov leva la lanterne, il l'éclaira. Au bout de l'impasse, c'est la cohue. Les Allemands sont blottis contre le mur. Environ 150 hommes, peut-être 200. Leurs mitrailleuses pointaient dans l'obscurité. Mais il n'y a nulle part où tirer. L'ennemi est introuvable. Certains gisaient là, blessés ou morts. Des taches sombres sur les pierres. Du sang. « Attention !» cria Léonov en allemand. Il connaissait la langue. Mauvaisement, mais il la connaissait. « Vous êtes encerclés, déposez vos armes !» Silence. Puis une voix allemande, un officier supérieur. « Qui êtes-vous ?»« Qui êtes-vous ?»« Rote armée. »« Armée rouge. » Pause. Il délibère. Puis la même voix à nouveau. « Combien êtes-vous ? Combien êtes-vous ?» Léonov laissa échapper un petit rire dans l'obscurité. Malin. Il vérifie. Combien d'ennemis y a-t-il ?
Peut-être pas assez? Peut-être qu'on peut percer leur ligne? Guénoug, cria Léonov, ça suffit. Il ne mentait pas, ça suffit. 30 mitrailleurs à couvert, plus lui et 20 sapeurs, 50 au total, contre 200. Mais les Allemands l'ignoraient. Ils étaient dans l'ignorance, dans un espace confiné. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. « Vous avez 2 minutes. »« Vous avez 2 minutes !» cria Léonov. « Lâchez vos armes ou on tire !» Silence. Long. Interminable. Léonov comptait les secondes. 30. 40. 50. Minutes. Les Allemands délibéraient. On entendait des voix étouffées. Ils se disputaient. Certains étaient pour la reddition, d'autres contre. 1 minute 20. 40 secondes de plus, cria Léonov. La tension était si intense que l'air résonnait. 1 minute 40. 1 minute 50. 10 secondes, avertit Léonov. Mitrailleuse, préparez-vous. Le cliquetis des boulons. Les Allemands l'entendirent. Ils se figèrent. 5. Vière. 3. Halte, cria l'officier allemand. Arrêtez. Léonov se figea. Il attendit. Clac. Sonnerie. Quelque chose est tombé sur les pierres. Machine. Puis un autre. Un autre. Un autre. Les Allemands jetèrent leurs armes, une à une, 2 à 2. Le tas de fer grossissait. « Oh les mains !» cria Léonov. Les mains se sont levées. D'abord quelques-unes, puis des dizaines, des centaines. Dans la faible lueur des lanternes, le spectacle était surréaliste. Une forêt de mains. Des visages pâles, des yeux grands ouverts. « Voronov !» dit Léonov d'une voix calme. « Amenez-les, un par un, avec précaution. » Les mitrailleurs sortirent de leur cachette. Ils capturèrent le premier Allemand. Ils le fouillèrent. Ils lui lièrent les mains. Ils l'emmenèrent. Puis le deuxième, le troisième. Le processus était lent. Il y avait beaucoup d'Allemands. Vraiment beaucoup. Léonov a compté. 20, 40, 60. « Combien y en a-t-il au total ?» demanda Gourov. « Je ne sais pas. Beaucoup. 100, 120, 150. » Les Allemands sortirent en silence, soumis. Ils avaient les mains liées, la tête baissée. Parmi eux se trouve un officier, le même qui criait. Grand, maigre. Son visage est hagard, sa tunique est sale. Léonov l'a arrêté. « Quel est ton nom ?» L'Allemand leva la tête et me regarda dans les yeux. « Hauptsturmführer Weber. »« Hauptsturmführer Weber, capitaine SS. »« Combien d'entre vous étiez-vous » Weber marqua une pause, puis il répondit « 230. »« Tout le monde est là ?»« Tous ceux qui ont survécu. » Léonov hocha la tête et la lâcha. Weber a été emmené. Le décompte dura 1 heure. On évacuait les derniers morts. Les blessés étaient portés dans les bras. On laissait les corps sur place pour le moment, on les ramasserait plus tard. Résultat, 230 Allemands pénétrèrent dans le tunnel. 218 en sortirent les mains levées. 12 furent tués lors de l'échange de tirs. Aucun ne s'échappa. Perte soviétique, 3 blessés, légèrement. Les balles ont ricoché sur les murs dans l'obscurité. Elles ont effleuré les corps, sans gravité. 5h30 du matin, l'aube, gris, froid. Léonov se tenait à l'entrée des égouts. Il regardait une colonne de prisonniers emmenés sous escorte. Plus de 200 personnes. Leurs mains étaient liées, ils marchaient en silence, épuisés, sales, abattus. Gurov s'approcha et lui tendit une flasque. « Puis-je le faire maintenant ?» Léonov l'accepta. Il prit une gorgée. Il se brûla la gorge. Il toussa. « Merci. »« Félicitations, lieutenant, » sourit Gurov. « Ça a marché. Nom de Dieu, ça a marché. » Léonov hocha la tête. La fatigue l'envahit soudain.
Ses jambes fléchirent, ses mains tremblèrent. « Ça a marché », répéta-t-il à voix basse. « Je n'arrive toujours pas à y croire. » Et j'y ai cru, dès le début. Tu mens. Je mens, Harry Gurov. Je pensais que nous allions tous mourir là-bas. Leonov rit lui aussi, nerveux, soulagé. Ils se sont levés et ont ri. Deux personnes épuisées devant une ville en ruine. Ils riaient, tout simplement. Leonov s'essuya alors les yeux. Il regarda sérieusement le sergent-major. « Gurov, dis-le aux gens. Ils sont tous formidables, absolument tous. Sans eux, rien de tout cela n'aurait fonctionné. Je vais le transmettre. » Leonov s'est rendu au quartier général pour faire son rapport. Bespalov l'accueillit à la porte. Le colonel paraissait épuisé, mais ses yeux brillaient. « Bien ? 218 prisonniers, camarade colonel. 12 tués, aucun évadé. » Bespalov n'y a pas cru tout de suite. « Tous ? Absolument tous ? » « Tous. » Le colonel s'assit sur une chaise et se frotta le visage avec les mains. « Ça... Leonov, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je comprends. Travail. Pas le travail en lui-même. Vous avez sauvé l'opération. S'ils avaient percé les lignes, tout aurait été un désastre. L'assaut entier. La campagne entière. Vous exagérez, camarade colonel. Non, je n'exagère pas. Bespalov se leva. Il s'approcha. Il l'enlaça. Merci, Vitya. De notre part à tous. Leonov était désemparé. Il n'était pas habitué à un tel comportement. Il resta là, sans savoir quoi dire. Ce n'était pas seulement moi, camarade colonel. Toute la compagnie a travaillé. Les mitrailleurs de Voronov, tout le monde. Je sais. Nous récompenserons tout le monde, et vous en particulier. Leonov quitta le quartier général. Le soleil se levait sur Budapest. La ville était encore en flammes. Fumée, ruine, guerre. Mais quelque part là, sous terre, se dressait un faux mur, qu'il avait construit en une nuit, avec des détritus et de la terre. Et grâce à elle, 230 soldats allemands étaient faits prisonniers, au lieu d'être massacrés au quartier général soviétique. Leonov sortit un carnet. Il l'ouvrit. Il voulait le noter, le consigner, pour ne pas l'oublier. Mais je n'y arrivais pas. Mes mains tremblaient. J'étais fatigué. J'ai fermé le cahier et je l'ai rangé. Plus tard, murmura-t-il. Je l'écrirai plus tard. Je suis allé rejoindre les miens, pour dormir, pour la première fois en 3 jours.